Back with the remix. These boys are my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is just, Sun came out, I went about to drop. All right, so let's go. Shazam! Bonjour à tous, bienvenue dans Valley-Hoop, donc le podcast 100% francophone consacré à l'actualité des Phoenix Suns. Donc petit nouveau à la présentation aujourd'hui avec moi, c'est moi qui vais animer donc ce podcast. L'équipe ne change pas pourtant comparé à la dernière fois avec toujours Rodolphe présent avec nous. Comment ça va? ça va pas mal, Malo. Bah écoute, c'est cool. Tu nous as fait part de tes envies de faire un peu de présentation là dans le podcast cette saison. Donc ça commence là dès le début. Donc c'est cool, quoi. C'est très très cool. Hop, j'ai été coupé, pardon. Hop, et puis on est toujours aussi avec Lucas pour sa deuxième, le sophomore maintenant du podcast cette saison. Comment ça va, Lucas? Moi, ça va très bien, écoute. Ah, parfait. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit podcast qui devrait pas être très long. Après, on le dit à chaque fois, mais on verra bien. Avec donc un podcast un peu topo, un peu récapitulatif de où en est l'effectif des Suns avant donc cette nouvelle saison 2025-2026 avec une petite revue d'effectifs, un tour d'horizon des points forts, des incertitudes également de cette équipe, avec un podcast qui tombe bien parce que on l'a planifié la semaine dernière. On a eu ça hier soir. La nouvelle est tombée alors où on tourne, c'est Steve Nash qui rejoint donc qui revient à Phoenix dans un rôle de conseiller. Voilà. Après, quel rôle il aura vraiment, ça parle un petit peu d'un rôle similaire à celui qu'il avait chez les Warriors pendant 5 ans, de 2015 à 2020. Donc voilà, mais ça fait toujours plaisir de voir un petit Steve Nash qui revient à la maison. Ça dédicace à Greg aussi qui je pense doit être plutôt content de la nouvelle, lui qui aime un petit peu Steve Nash. Et donc voilà, on va faire un petit tour d'horizon de cet effectif des Suns qui est composé donc qui est rempli maintenant 15 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, donc avec sur les postes arrière Devin Booker, Grayson Allen, Jalen Green, Colin Gillespie, Jared Butler, Jordan Goodwin et Kobe Bryant, donc lui qui sera en two-way contract, le rookie. Pour les postes d'ailier, il y aura Dylan Brooks, Ryan Dunn, Oso Ighodaro, Royce O'Neal, CJ Clay en two-way contract, Ratcher Fleming, Isaiah Livers en tout contract également, Nigel Hayes Davis, tout droit arrivé de l'Euroleague, et après dans le secteur intérieur, donc Nick Richards, Mark Williams, c'est le rookie, le top 10 de notre draft, Kaman Maluak. Voilà un effectif, on ne va pas jouer le titre, c'est, je pense pas un spoiler de dire ça, mais un effectif qui est en reconstruction, qui change un petit peu de la saison passée à première vue, à première impression. Ça, qu'est-ce qui vous inspire cette équipe, les gars? Allez, Lucas, pour commencer. Dans l'ensemble, ça me semble assez cohérent au niveau de l'effectif. Il y a encore pas mal d'incertitudes, notamment vis-à-vis de la hiérarchie, qui sera quand même le plus gros point à dessiner. C'est quand même le plus gros point de travail, je pense, à l'heure actuelle. Mais je pense qu'on va se pencher là-dessus aujourd'hui de toute façon. Mais c'est vrai que autant sur certains postes, ça paraît assez clair, autant il y en a d'autres où ça reste encore beaucoup plus nébuleux à ce stade. Oui, c'est ça, avec un effectif, voilà, on va en revenir de toute façon tout à l'heure, mais avec voilà des rôles qui sont pas forcément encore bien établis, des postes, enfin des places aussi qui pourraient bouger, des joueurs peut-être qui pourraient bouger. Mais du coup, voilà, on va partir donc sur les certitudes, les renforcements de cette équipe, notamment à l'intersaison, qui s'est renforcée dans la raquette avec voilà l'arrivée de Mark Williams et de Kaman Maluak notamment, avec un petit peu plus de taille aussi sur les ailes. C'était un besoin, on l'a évoqué plusieurs fois, trop de fois, la saison passée, même les saisons précédentes, c'est enfin arrivé, Rodolphe. Ouais, effectivement. Bah, en fait, il y a toujours des interrogations au niveau de la solidité malgré toute cette raquette au point où on en est là tout de suite, parce que les joueurs qui sont arrivés, Mark Williams, on sait que c'est un joueur qui est très sujet aux blessures, et Kaman Maluach, c'est un prospect avec un gros potentiel, mais pour l'instant peu de certitude sur ce qu'il peut apporter vraiment tout de suite en NBA. On a vu d'ailleurs
pour le peu que ça vaut en tout cas, mais en Summer League qu'il avait encore du boulot devant lui. Mais c'est vrai que d'une manière générale, c'est difficile de ne pas noter que Phoenix a essayé de faire le boulot, en tout cas pour renforcer, pour amener plus de taille. C'est ce que tu dis, Malo. Je pense que d'une manière générale, c'est ce qu'on peut noter, même avec des joueurs comme enfin le rookie Rasher Fleming ou même Nigel S. Davis qui est quand même assez grand et tout. On est dans une idée de on perd l'un des l'un des seuls protecteurs de raquettes finalement bizarrement qu'on avait avec Kevin Durant. L'idée c'est d'essayer de retrouver plus de possibilités à ce niveau-là à l'intérieur. On va voir ce que ça va donner, mais effectivement, ce qui est sûr, et d'une manière générale d'ailleurs sur l'effectif aussi, c'est qu'on a pas mal d'options, en tout cas cette saison, peu d'ambition, mais pas mal d'options, et ça c'est quand même déjà sur le papier assez intéressant. Oui, Oui, parce c'est que ça, ça. c'est ce que t'attends d'une saison comme ça, où t'as beaucoup de joueurs très jeunes, t'as beaucoup de joueurs qui feront leur première saison avec les Suns. Il y a un côté un peu laboratoire, quoi, et c'est ça aussi l'enjeu, c'est de se dire, bah, on a de toute façon toute une saison pour tester tous les joueurs, voir qui reste dans le projet, voir qui n'en fait pas partie, voir qui, bah, a encore une marge de progression ou qui vraiment a déjà atteint son plafond et n'ira pas plus haut. Et c'est vrai que ce côté laboratoire va être quand même le gros enjeu de la saison et ça rend le truc assez cool à suivre d'une certaine manière. Ouais, c'est ça, avec en tête de file un Devin Booker qui sera vraiment le patron de cette équipe. C'est même le joueur maintenant qui a le plus d'expérience dans l'équipe. Ça va être sa 11e saison, si je me trompe pas, à Booker. Et bah c'est le joueur qui est dans la ligue depuis le plus longtemps possible, enfin depuis le plus longtemps. Jalen Davis aussi apporte ce côté expérience, mais voilà, il n'a pas forcément beaucoup d'expérience dans la ligue. Il a fait 3-4 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, mais voilà, il a surtout fait ses marques en Euroleague. Et voilà, tu le disais, ce côté laboratoire avec, on va dire en chimiste, Devin Booker, qui va voilà être un petit peu le patron, voir aussi comment il va réussir à assumer ce rôle qui est quand même important et qui est pas donné à tout le monde. C'est un excellent joueur de basket, ça on l'a dit, il a déjà mené une équipe jusqu'en finale et pas loin du titre, mais voilà, est-ce qu'il va vraiment avoir ce rôle de mentor on l'a vu quand même un petit peu la saison passée, notamment avec Ryan Dunn et Ochai Godaro, voilà, vont aussi vont progresser et qu'on l'air voilà des joueurs faciles, on va dire à faire progresser. Mais voilà, ça va être un effectif très jeune aussi, hein, avec 25 ans de moyenne d'âge sur l'effectif en comptant pendant les two-way contracts, avec notamment beaucoup de rookies. Donc voilà, ça va être un beau laboratoire, pas mal de tests. Et on le disait un petit peu en prélude de ce podcast, mais voilà, il y aura une hiérarchie qui sera pas forcément vraiment établie, notamment à l'intérieur, on en a parlé. Sur les ailes également, je pense que ça risque de pas mal bouger, avec des minutes et des rôles, une hiérarchie tout simplement qui sera amenée à bouger pendant la saison. Mais ouais, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose d'avoir des postes qui sont amenés à se modifier pendant le cours de la saison en fonction des évolutions de chacun, en fonction des blessures? Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose en plus en donnant des responsabilités à tour de rôle un peu à tout le monde? Je pense vraiment, hein, comme on commence là déjà à le dire dans ce podcast, que c'est plutôt une bonne chose, parce que ça ouvre des perspectives, il y a comment dire, une émulation qui peut se faire au sein de ce groupe qui peut être assez intéressante. Dans les profils, par exemple, tu parlais des ailes, effectivement, on a vu l'année dernière, c'était déjà le cas l'année précédente d'ailleurs, on était vraiment limité à ce niveau-là et qu'on avait finalement à la fois peu de profondeur et peu de solutions, quoi. Là, en tout cas, avec les profils qui ont été ajoutés à l'effectif, ça a l'air déjà plus solide, plus intéressant à exploiter, à explorer. Moi, j'ai beaucoup de curiosité autour de Nigel S. Davis, qui donc, comme tu l'as dit, a très très peu. Je viens de regarder, il a vraiment très très peu de matchs en NBA. Il a même pas 10 matchs en NBA sur une saison avec 3 équipes différentes. Donc, c'est vraiment un joueur qui a fait, qui a toute son expérience en Europe. Moi, je suis pas du tout l'Euroleague personnellement, donc je ne le connais pas du tout le joueur, même si je sais qu'il est dominant en Euroleague, en tout cas, qu'il a été dominant en Euroleague ces dernières saisons. Je sais pas si c'est votre cas et si vous avez quelque chose à dire sur ce mec, mais je suis vraiment intrigué par son profil. Et par celui de Rasher Fleming aussi. En fait, c'est des joueurs que j'ai envie de voir. En fait, c'est ça, moi, ça revient un peu à ce que disait Lucas tout à l'heure. Il y a un petit peu d'excitation autour de ça. Moi, j'ai un peu envie de voir, justement, comment, sur les premiers matchs, Jordan Hunt va lancer un peu cette équipe autour de quoi.
Est-ce que dès le début, ça paraît peu probable parce que c'est rarement comme ça que ça se passe en NBA, mais ça va être beaucoup de minutes pour les jeunes et un projet vraiment de reconstruction autour de Booker, ou est-ce que on va être plus sur justement un dosage et une prime donnée, on va dire, à l'expérience, notamment sur les airs, hein. Il y a le profil de Dylan Brooks aussi qui est vraiment, pour le coup, lui, vraiment un joueur d'expérience en NBA. Je crois que c'est sa 9e saison en NBA cette saison. Donc, d'une manière générale, il y a du flou, mais vraiment, pour répondre à ta question originelle, Malo, on n'a pas l'impression que ce soit problématique, et c'est plus, enfin, vu la situation des Suns actuellement, en tout cas, on n'est pas en train de se dire que c'est problématique qu'on ait du flou parce qu'on doit avoir des certitudes. Au contraire, on va devoir construire ces certitudes sur les mois à venir, repartir sur un nouveau cycle, et sachant que dans l'effectif, il y a pas mal d'inconnus, enfin voilà, notamment le début de saison du coup, mais même d'une manière générale, toute la saison va servir à ça. Et ça va vraiment être, enfin, pour moi, il y a vraiment quelque chose à tirer de positif. En tout cas, sur les profils, moi, je suis très, très enthousiasmé. Bon, voilà, je suis parfois un grand optimiste, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais en tout cas, ouais, voilà, d'une manière générale, c'est assez difficile de se dire que les Suns ont pas de quoi faire, enfin, ont pas des outils, et notamment sur les ailes, c'est ça qui est intéressant, notamment par rapport aux saisons précédentes. On était un peu bloqué, justement, on parlait de hiérarchie, on était un peu bloqué dans une hiérarchie qui était un peu toujours la même. On savait ce que les joueurs pouvaient apporter, et parfois on était déçus. Mais voilà, là au moins il y a vraiment des choses, de la matière à modeler, on va dire, pour le coaching staff, et ça c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Je trouve, en tout cas, de mon point de vue, c'est cool. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Lucas, sur. Ben, moi, je serais pas nécessairement entièrement d'accord, dans le sens où on a vu l'année dernière que quand t'as un coach qui arrive pas à trouver la bonne formule aussi, ça peut être quelque chose qui peut être pénalisant dans le développement de certains joueurs, quoi, d'avoir des joueurs qui se font trimballer d'un poste à l'autre, d'un rôle à un autre, etc. Et au final, qui arrivent pas vraiment à trouver leur place, qui arrivent pas vraiment à trouver, en fait, ce qu'ils doivent être en NBA. Et c'est quelque chose qui peut parfois être assez problématique, quoi. Je pense, notamment, tu vois, un joueur comme Ryan Dunn, au final, tu l'essayes de le faire jouer en poste 3, bon, ça manque un peu de shoot, mais t'as Durant à côté, c'est pas grave. Il y a pas Durant, du coup, il prend la place de Durant, il est en 4, c'est pas exactement la même chose. Iguodaro, tu l'as essayé en 5, tu l'as essayé en 4, mais du coup, si tu le mets en 4, il faut pas mettre Dunn à côté parce qu'il shoot pas non plus, etc. Donc, il est mieux en 5, mais dans ce cas, il faut Durant, et s'il y a pas Durant, bah, attends, si on le met en 4 et qu'on met machin. Et des fois, en fait, tu bricoles, et tu vois pas nécessairement la progression du joueur, parce que ça change tout le temps pour lui et il arrive pas vraiment à trouver ses marques, quoi. Donc je pense que autant c'est bien d'avoir des profils variés où tu te dis tu peux essayer pas mal de choses différentes, autant pour les joueurs essayer des choses différentes tout le temps, ça peut être pénalisant dans leur progression, quoi. Et je pense même, tu vois, sur des joueurs qui sont là depuis un moment, genre un Grayson Allen, bah, il avait été excellent sa première saison à Phoenix. La deuxième saison, il passe sur le banc, c'est moins bien. Bill se blesse, il revient titulaire, c'est vachement mieux. Mais finalement, du coup, il y a Jones qui revient et Booker qui joue en 2. Donc Allen, soit on le met en 3, soit il sort du banc. Donc finalement, c'est moins bien, etc. Quand un joueur qui a trouvé vraiment son rôle et qui a trouvé ce qu'il doit faire, qui a trouvé comment il doit jouer, en général, il va être bon. Mais si ça change tout le temps, bah, malheureusement, tu te prives un peu de ça et ça peut gêner la progression même de joueurs assez expérimentés comme Grayson Allen. Ouais, tu l'as bien vu aussi avec Booker notamment, où il y avait un moment, il y avait un rôle un peu compliqué d'un côté apporter tout le côté playmaking, la gestion de l'attaque, mais quand même apporter son scoring et tout ça. On le sentait un petit peu perdu parfois, justement, à trop chercher la passe, ou parfois justement pas du tout, enfin en oubliant le scoring. Donc ouais, ça va être un cadre qui va être important de donner dès le début. Un cadre quand même assez large. Voilà, on va pas définir. Toi, tu vas faire ça toute la saison. On va jouer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Telle minute pour toi. De toute façon, je pense qu'il faudra tester tout le monde, et je pense que tout le monde sera testé au courant de la saison, en plus avec les blessures. Mais voilà, après, il y aura du temps de jeu régulier. Est-ce que voilà, il y a aussi l'équipe de G-League désormais à Phoenix qui va être aussi important pour développer des jeunes. On a vu notamment Iguodaro qui a fait pas mal d'allers-retours là-bas. Mais oui, je pense que cette Coupe Calabria est important aussi de trouver quand même un certain cadre, et de pas partir non plus en freestyle total. Voilà, pour pas gêner vraiment la progression, puis pour aussi se donner un peu une ligne de conduite. Et tu l'as dit, Rod, c'est aussi trouver des certitudes pour les années suivantes. Ça va être l'objectif, je pense, de cette saison. Voilà, l'objectif de résultat, je pense pas qu'il y en ait vraiment. Si on peut un play-in ou des playoffs, sait-on jamais, ce serait exceptionnel. Mais voilà, ce serait un plus. Mais le plus important, ça va être de trouver ces certitudes sur quel joueur on peut s'appuyer pour les années à suivre, sur quel joueur on peut trouver
de quoi il peut apporter à l'équipe dans un rôle précis justement. Après, c'est surtout la variété des joueurs qu'on a recrutés, je pense, qui fait vraiment du bien, notamment sur les ailes où tu l'as dit, on était vachement bloqué. On n'avait pas trop de choix, même au cours d'un match pour essayer d'inverser la donne, changer la dynamique. C'était vachement, on essaie de continuer ce qu'on fait. Et si ça marche pas, bon ça va peut-être finir par marcher. Là, on a des profils un peu plus différents avec des profils plus shooters, plus défensifs, plus athlétiques. Donc ça va être intéressant de voir comment l'articulation va se faire. Et c'est aussi l'une des premières un petit peu incertitudes de cet effectif, notamment avec un coaching staff pardon tout nouveau en plus qui débute à ce poste-là pour Jordan Hott. Ça va être quoi le point où vous allez vraiment regarder et attendre de lui et du coaching staff sur la manière dont il va mettre en place les choses ou essayer d'avoir une vision de jeu ou ça va être quoi le principal aspect que vous allez surveiller sur la saison de Jordan Hott. Je vous tends je vous tends le micro à qui veut. Tu veux y aller, Lucas? Allez, Ouais, vas-y, non, moi, pour le coup, ce que j'attends de voir, c'est surtout l'utilisation de Booker, quoi, qui est quand même ton joueur clé et qui a eu une utilisation différente avec tous les coachs par lesquels il est passé, quoi. Où, au début, effectivement, dans ses jeunes années, c'était plutôt un 2 à côté de Bledsoe ou de Knight. Et puis ensuite, il y avait eu un délire de le faire jouer vraiment comme un James Harden total, qui n'avait pas forcément été un franc succès, même si les stats étaient là. Puis à l'arrivée de Rubio, et ensuite celle de Chris Paul, où je trouve que ça a été vraiment son meilleur rôle, d'être vraiment un arrière porteur de balle à côté d'un meneur distributeur. Chose qu'on a essayé de recréer l'année dernière, mais qui n'a pas nécessairement marché non plus, parce que c'était des meneurs de moindre calibre et puis qui n'étaient pas des menaces à côté de lui, quoi. Donc pour moi, la grande inconnue, c'est ça, quoi. Tu pars dans un roster où les meneurs sont quand même des mecs qui ont très peu de références à l'échelle NBA. Et du coup, tu te dis, ok, la logique voudrait, en plus, ça fait venir Jalen Green, que Booker soit de nouveau dans un rôle de porteur de balle dans lequel il a été très performant par le passé, évidemment, mais qui est un rôle qui finalement ne coïncide pas nécessairement avec les meilleures périodes qu'il a connues à Phoenix. Donc, pour moi, la grande inconnue, c'est ça, comment est-ce que tu utilises Devin Booker? Est-ce que tu veux vraiment que ça soit le playmaker total pour faire jouer un peu tout cet effectif? Et on a vu sur certains passages que tu te privais du coup de la menace qu'il pouvait représenter au scoring. D'un autre côté, tu te dis ouais, mais on a vu l'an dernier quand il n'était pas vraiment à la main, il a moins de ballons, donc c'est moins bien aussi. Et en fait, la grosse inconnue, c'est ça, c'est comment est-ce que tu utilises Booker, comment tu construis l'effectif autour de lui. Et c'est de toute manière la problématique qui se pose à court et moyen terme dans l'immédiat pour les Suns. Ouais, c'est un des chantiers prioritaires. En fait, ça presque peut se résumer à la question point book or not point book, quoi, d'une certaine manière, quoi, parce que c'est un peu le grand débat qu'on a depuis des années et des années autour de ça. Quelle est la meilleure option pour l'utiliser? Même au-delà de ça, il y a un peu la question de l'héliocentrisme entre guillemets. On sait que c'est pas vraiment quelque chose qui lui correspond, en tout cas historiquement, c'est pas quelque chose dans lequel il a réellement brillé. Est-ce qu'on peut s'attendre à passer dans cette partie-là un peu de la carrière de Devin Booker où il devient vraiment le centre névralgique, on va dire, de tout ce qui est l'attaque des Suns? J'ai des interrogations là-dessus. Et effectivement, je sais pas ce que t'en penses, Manu, tu vas nous dire, mais autant effectivement, je suis complètement d'accord avec le constat de base de Lucas, de se dire, en fait, dans l'effectif là actuellement, donc on peut parler des meneurs identifiés qu'on a, c'est en gros Jared Butler, Colin Gillespie, Jordan Goodwin, c'est presque un combo, il est petit, mais c'est pas non plus un meneur vraiment attitré, on va dire. C'est de toute façon, voilà, c'est pas des joueurs assez solides pour être titulaires en NBA. Enfin, ça paraît évident, quoi, sur le papier. Et ça paraît aussi évident sur le papier que le backcourt, ce sera titulaire. En tout cas, ce sera Booker et Green. Et a priori, encore une fois, pareil, sur le papier, ça paraît évident que Booker a plus de références, de métier, tout simplement, pour pouvoir être le dépositaire principal du jeu des Suns, en fait. Donc, il y a un truc un peu mécanique autour de ça. Il y a des grosses interrogations sur est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour Booker, notamment vis-à-vis de son efficacité et tout. Donc,
Enfin, alors, pour répondre à la question de base de Manu, il y a vraiment beaucoup d'autres sujets qui m'interrogent autour de ce que va faire le coaching staff d'une manière générale cette saison. Mais le premier chantier autour de Booker, c'est vrai que c'est presque le plus important, puisque on va le rappeler, Devin Booker a signé une maxi extension là cet été, vraiment qui prendra effet à partir de 2028, où il touchera 64 millions de dollars cette saison-là et 69 millions la saison suivante en 2029-2030, les chiffres qui donnent le vertige, quoi. Après, c'est dans la droite lignée de ce qui est déjà en train de toucher actuellement et de son statut par rapport à la NBA et par rapport au salaire de NBA. Donc il y a vraiment l'idée que ce mec-là, qui a réaffirmé son attachement à la franchise, c'est le centre du projet, c'est le présent des Suns, c'est déjà un peu le passé, puisque voilà, on rappelle la finale de 2021, c'était il y a quand même 4 ans, voilà. Et c'est aussi donc le futur, donc il y a vraiment un truc autour de, ça reste au-delà du visage de la franchise, vraiment le franchise player, le joueur sur lequel tu construis tout en fait, quoi. Et effectivement, la question c'est comment est-ce que tout ça va être construit déjà dès cette saison. La question elle se pose évidemment, quoi. C'est sûr que c'est pas le premier coach qui va tester de donner ce rôle, on l'a dit, enfin vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de rôles différents pour Booker. Après, moi je trouve qu'il a quand même vachement progressé sur ces notamment 2 dernières saisons dans ce poste justement de créateur, d'organisateur d'attaque. C'est quelque chose, je trouve, qui va vraiment progresser, notamment dans la création, de l'utilisation des décalages qu'il fait, pour notamment sur ses drives ou autres, essayer attirer la défense et ressortir. Je trouve que il a vraiment fait de super progrès cette saison. Le nombre de 3 points ouverts qu'il a apporté, cette saison, je sais pas si j'ai déjà vu ça de sa part. Donc il a vraiment progressé dans ce domaine. Euh, Après, moi, ce que j'attends de voir aussi autour de Booker, ça va être sa relation avec le secteur intérieur. Parce que je trouve que c'était un aspect qui était vachement bien avec Van Drayton. Sur la fin, ça a l'air d'avoir totalement pété entre les deux. Mais pour le coup, je trouvais que pendant une période, il y avait une bonne relation entre les deux qui se trouvait bien, ils arrivaient bien à jouer ensemble. Et là, avec un secteur intérieur qui est quasiment totalement renouvelé et qui va un petit peu bouger, voilà, c'est aussi trouver ses repères, ses certitudes pour l'avenir avec Mark Williams et notamment Malua qui sont des joueurs encore jeunes, même Nick Richards était encore assez jeune. Donc voilà, ça va être essayer de comment voir comment ça se crée, notamment cette relation intérieure, cette relation avec Jalen Green également. Bien sûr, voir comment les deux arrivent à se partager la balle. Est-ce que voilà, ce sera des minutes un peu partagées entre les deux, où il y en a toujours un des deux sur le court, et où ça va être des minutes vraiment un peu en binôme entre guillemets, et voilà, ils vont s'allier. Ça va être dans ce domaine-là. Moi, je vais surtout regarder la saison de Devin Booker et surtout aussi dans le côté leadership management et enfin management aussi dans une certaine manière. Et voilà, pour voir comment il arrive à accompagner, à structurer aussi cette équipe, parce que on l'a dit, en plus avec ce contrat-là, c'est vraiment le visage de la franchise, le patron, voilà, l'homme de cette franchise entre guillemets, sans vouloir exagérer vraiment. Donc ouais, ça va être ce côté-là qui est important. Il y a un aspect aussi qui va être déterminant pour cette saison entre guillemets, pas forcément, mais c'est aussi la mise en place de la défense. Parce qu'on a vu sur cette dernière saison que ça a été un petit peu, on va dire, laissé de côté. Même Frank Vogel, qui était un coach réputé défensif et qui est un excellent organisateur de défense. Mais voilà, qui a pas réussi. Après, voilà, c'est pas la même équipe forcément, mais tu l'as dit, on a perdu notre protecteur d'arceau principal avec Kevin Durant et qui sauvait vraiment quand même pas mal de meubles à ce niveau-là. Voilà, avec une base arrière qui est quand même petite, athlétique d'un certain côté avec Jalen Green, mais en termes de taille et de poids, ça fait pas forcément le taf face à des voilà en plus des équipes qui jouent de plus en plus grand, notamment avec 3 ailiers pour de plus en plus. Donc ouais, ça va être la manière dont ça va être mis en place autour avec voilà un des rôles importants pour notamment parce qu'on a quand même de la matière sur les ailes, surtout en défense avec Dylan Brooks, Ryan Dunn, même Fleming qui a l'air d'avoir un petit potentiel de ce côté-là, même si c'est encore frais et je pense pas qu'il aura forcément énormément de minutes tout de suite, mais voilà, ça va être ce chantier de la défense qui va être vraiment important, en plus avec un secteur intérieur renouvelé, mais quand même des qualités des joueurs qui montrent qui ont un potentiel de ce côté-là. Moi, c'est surtout, ouais, je pense, ce côté-là, l'organisation de la défense que je vais surveiller. Voilà, je connais pas en plus forcément le travail vraiment de Jordan Hott dans les détails pour vraiment savoir quel style de coach ça va être et comment il fonctionne, mais ouais, ça va être surtout l'aspect défensif moi que je vais surveiller
pour cette saison et pour le coaching de Jordan Hutt. Après, il y a aussi un aspect quand même, on parlait de construire une certaine hiérarchie pour le futur, mais il y a aussi un aspect, ça va être l'incertitude sur la présence ou non de certains, avec peut-être, il y a eu pas mal de rumeurs tout au long de l'été, notamment sur le tour de Royce O'Neal et Grayson Allen. Est-ce qu'ils vont rester toute la saison? Est-ce qu'on va chercher à bouger ou à essayer d'aller chercher un petit bon coup à la deadline? Parce que des joueurs, notamment Grayson Allen, qui sera convoité par enfin une équipe qui se dit bon cette année finalement on joue un peu le titre, un peu l'image du Magic cet été, quoi, qui va aller chercher justement ce joueur qui leur manque pour passer ce petit cap. Donc voilà, est-ce qu'on va vraiment bouger pour essayer de monter, voilà, de faire un petit bon coup, essayer de choper un joueur, voilà, à relancer, ça va être aussi intéressant. Est-ce que enfin, ce serait une bonne idée d'aller chercher ce petit joueur, ce petit pari, où justement faut essayer de cadrer un petit peu cette équipe, Lucas? Dans l'immédiat, je pense que quoi qu'il arrive, à la deadline, tu seras vendeur, hein, parce que les contrats de O'Neal et de Allen, et c'est en partie pour ça qu'on les a fait signer sur ce type de contrat, c'est des contrats qui sont faciles à transférer. Et comme on en a parlé dans la dernière émission, tu es quand même dans une dèche assez phénoménale d'assets, donc ça serait l'occasion d'en récupérer. Après, moi, je trouve que c'est quand même des joueurs qui sont vraiment intéressants dans l'effectif. Moi, j'aime vraiment beaucoup Allen, notamment, quoi. Et je trouverais dommage de s'en séparer parce que c'est quand même un joueur qui vraiment a été bon tout le temps, dans tous les registres qu'on lui a demandé. Après, O'Neal, justement, ce que tu disais sur les soucis défensifs, il fait un peu partie du problème en soi, parce que Royce O'Neal, c'est un joueur qui est déjà plus le défenseur qu'il était, et c'est un joueur qui est assez petit pour son poste, dans le sens où on a dit beaucoup, voilà, il y a des joueurs qui jouent plus grand que leur taille, et O'Neal, effectivement, en a fait partie, hein, dans l'équipe de Utah, tu le voyais en 4 quasiment sur des séquences, et ça tenait bien la route défensivement. Mais le problème, c'est que plus tu accumules ce genre de profil de joueurs qui, effectivement, ils sont capables de défendre sur des plus grands qu'eux, en fait, quand tous tes joueurs sont plus petits que les joueurs d'en face, ça devient vraiment pénalisant à la fin, quoi. Surtout quand au niveau de ta raquette, ces dernières années, tu étais vraiment très, très faible défensivement sur le poste de pivot, qui reste quand même la clé de ta défense. C'est problématique, et en soi, en termes d'effectifs, c'est vrai qu'il y a eu du progrès là-dessus, avec des joueurs qui sont plus grands, déjà de base, et puis qui sont de meilleurs défenseurs, hein. L'arrivée de Brooks, c'est quand même un bon signe dans cette direction-là, et la draft de Malouak aussi, quoi. Après, pour Malouak, le truc, c'est que c'est encore un peu tôt pour lui, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, c'est un prospect assez brut encore à l'heure actuelle, avec une mobilité qui est certes alléchante, mais qui pour le moment est surtout très aléatoire en termes de science du déplacement. Et c'est vrai que tu vas commencer probablement avec plutôt Mark Williams qui sera titulaire, Malouak derrière sur des minutes. Tu vas quand même en donner à Nick Richards parce que tu l'as fait venir l'an dernier, et ça serait mal de se mettre à dos directement un joueur qui est arrivé si récemment. Mais en soi, à passer la mi-saison, l'objectif, c'est quand même que Malouak, ça soit son titulaire, quoi. Il aura effectivement une dizaine de minutes au début, puis une quinzaine, puis une vingtaine, etc. Mais le but, c'est qu'il prenne de l'ampleur à ce niveau-là, quoi. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est peut-être même un peu incohérent d'avoir fait venir autant de pivots, sachant que t'as déjà drafté Malouak et que c'est sur lui que tu mises pour la suite, quoi. Même si Mark Williams et Richards sont très jeunes, c'est quand même pas du tout des profils défensifs. Aucun des deux n'est un bon défenseur. Sont tous les deux d'excellents rebondeurs, notamment d'excellents rebondeurs offensifs. Mais on n'est pas sur du profil défensif, et c'est quand même ça qui a fait cruellement défaut à l'équipe ces dernières années, quoi. Après, si justement tu t'es étoffé au poste 5, ça veut dire qu'Igodaro est davantage au poste 4. Donc là, effectivement, tu as un joueur qui a clairement la taille sur ce profil-là. Ça veut dire que Dunn est plus sur le 3, où il a même l'avantage de taille. Nigel Hayes, t'as la polyvalence 3-4, où il y a un avantage de taille à peu près certain sur les deux postes. Et en fait, t'as une équipe qui est beaucoup plus grande, et en termes de cohérence de l'effectif, défensivement, t'as quelque chose de beaucoup plus séduisant. Après, c'est des profils, malheureusement, qui sont pas forcément complémentaires les uns des autres. Mais en soi, ouais, sur l'effectif actuel, tu as des options où t'as vraisemblablement un recrutement qui s'est orienté vers plus de taille. Si tu t'es orienté vers plus de taille, effectivement, Allen et O'Neal vont pas nécessairement dans ce projet. Ouais, je vais paraphraser, mais je suis complètement d'accord avec ça. En tout cas, avec le constat de base de le problème que pose O'Neal et Allen dans cet effectif, il est lié justement aux questions défensives. En fait, les deux questions, les deux éléments que tu évoquais, Malo, au départ, sont un peu liés. Effectivement, on commence à voir se dessiner une escouade, on va dire, un peu plus
grande et un peu plus athlétique du côté de Phoenix par rapport aux années précédentes. Dans cet ordre d'idées, effectivement, ça paraît logique de voir les minutes de Grayson Allen et de Royce O'Neal diminuer, même si il y a toujours, en fait, c'est ça qui est particulier aussi, c'est cette donnée d'expérience de métier NBA que eux ont et que tous ces jeunes qui arrivent ou vieux dans le cas de Nigel Davis, mais non pas, tu vois. Et effectivement, en fait, c'est à quel point ça va être important dans cette saison des Suns de donner des minutes à des mecs qui savent comment ça se passe la NBA. C'est-à-dire que si tu comptes uniquement sur le trio, en gros, et encore, tu vois, dans les trois, il y en a un qui est vraiment jeune, Booker, Green et Dillon Brooks pour apporter cette dimension-là, ça risque d'être un petit peu short. C'est sûr, sachant que voilà, évidemment, Ryan Dunn est toujours en apprentissage et en fait, tous les éléments de décalage dans les rotations dont tu parlais, Lucas. Moi, je pense que mécaniquement, ça fait qu'en fait, ces mecs-là et notamment Royce O'Neal, ils vont avoir moins de minutes en fait. Après, ça va, enfin voilà, tout va, enfin, on verra bien comment ça va se passer quoi. Mais élément effectivement pour vraiment illustrer ce que tu disais, Lucas, Royce O'Neal, il fait la même taille que Grayson Allen et les deux font la même taille que Jalen Green. Donc en fait, c'est des joueurs qui sont pas très grands et effectivement, c'est des trucs qui ont posé problème aux Suns les années précédentes. Et pour rebondir sur la défense, moi je suis vraiment très curieux sur ce point-là parce que en fait, ça détermine beaucoup de choses dans tes rotations, mais même dans ton identité de jeu aussi d'une manière générale. On a vu que ça avait vraiment plongé les saisons dernières, mais on savait pourquoi. En fait, il y avait des éléments dans l'effectif des Suns dans les rotations justement quand tu avais Nurkic et Tyus Jones sur le terrain, quand tu avais ce genre de choses où tu savais que tu avais des trous béants dans ta défense que tu pouvait difficilement combler en fait quoi. Et ça a été tout le problème au cours des dernières saisons, c'est que c'est-à-dire que tu devais faire un compromis par rapport à tel poste, par rapport à tel joueur qui était sur le terrain, et que du coup ça pénalisait ta défense collective d'ensemble en fait. Il y avait un peu cette idée-là, et en fait le seul moyen peut-être de sortir de cette ornière-là, c'est effectivement d'arriver à quelque chose de cohérent et de dense au niveau des cinq qui sont alignés défensivement. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, notamment avec des joueurs qui débarquent en NBA comme Cameron Watch. Mais en tout cas, c'est un peu la perspective qu'on peut avoir sur les Suns là, vu les profils qui ont été ajoutés, notamment les jeunes joueurs. Et en fait, toute la question, c'est de savoir comment est-ce que le coaching staff va organiser ça, quels sont les types. Vraiment, je suis très curieux de voir quel type de défense de système défensif vont être appliqués. Est-ce qu'on va avoir des choses genre de la zone, par exemple, des trucs comme ça, des trucs qu'on n'a plus vu depuis quelques années de manière efficace avec les Suns. Est-ce que ça va être justement de l'innovation sur le côté défensif? Est-ce que tu vas plutôt essayer de sécuriser la raquette comme on l'a dit, t'as pas forcément les profils pour. Ou est-ce que tu vas être sur un truc un peu tout feu tout flamme? Est-ce que tu vas essayer de jouer le jeu des possessions en essayant vraiment de créer beaucoup de turnover chez l'adversaire? Enfin, il y a vraiment beaucoup d'interrogations et potentiellement, il y a quand même du potentiel, à condition, encore une fois, enfin, il y a du talent, en tout cas, de ce côté-là du terrain, quoi. À condition de savoir bien l'organiser. Moi, je suis pas coach NBA, donc j'ai aucune idée de vraiment comment ça faire. Après, le truc, la difficulté, c'est surtout, je pense, le glissement que tu as au niveau du changement du front office, où tu avais un projet précédent où le but était d'accumuler un maximum de shooters. Et effectivement, tu as réussi à en avoir et tu as une équipe qui a eu une adresse à 3 points excellente au cours des dernières saisons, au prix de la défense, quoi. Et là, effectivement, si tu pars sur des profils plus défensifs avec plus de taille, et comme tu as dit, et comme vous avez dit tous les deux, en réduisant mécaniquement les minutes de Allen et O'Neal, c'est quand même une perte sèche au shoot qui est quand même méga violente, quoi, parce que c'est probablement les deux meilleurs shooters de ton effectif, quoi. Ah, c'est ça, en plus avec Allen, voilà, c'est sûr, Devin. effectivement, et Royce, ça dépend, c'est un peu plus aléatoire, mais oui, clairement. En tout cas, c'est de la qualité de shoot que n'ont pas, a priori, en tout cas, la plupart des joueurs qui devraient prendre leurs minutes, quoi. Oui, puis même sur la base arrière, enfin, si on n'a pas non plus des shooters extrêmes, Booker peut sur certains matchs, voilà, prendre un peu feu, mais c'est pas non plus un sniper d'élite, vraiment, Jalen Green non plus. Même si voilà, il tente beaucoup, mais voilà, c'est plus un joueur qui va aller attaquer la peinture tout ça. Donc c'est sûr que c'est de ce côté-là, tu perds beaucoup. T'as des joueurs qui ne sont pas du tout shooters dans l'équipe, Ryan Dunn, Godaro, même Dillon Brooks, ce qui a fait par contre lui une très bonne saison la saison passée au tir à 3 points. Donc ça peut être un élément clé. Là, pareil, si Dillon Brooks garde cette réussite à 3 points de Houston la saison passée, ça peut être pour le coup un super avantage et ça peut vraiment faire tourner la page Grayson Allen et Royce O'Neal, quoi. Mais pour revenir sur la défense, moi il y a quelque chose que j'aime bien, c'est que t'as du matos en fait pour faire des choses. Tu l'as dit avant, on l'avait pas et on était il y a tel joueur sur le terrain, on doit faire avec, on sait qu'on va se faire cibler, qu'on va se faire allumer là-dessus, mais on ne peut rien y faire, quoi. Là, ce qui est bien, c'est que t'as le matos à toute proportion gardée, c'est pas non plus, enfin,
Je dis pas du tout qu'on va être une top défense parce que on n'a pas non plus, enfin, on n'est pas une top équipe NBA, donc ça, ce serait plutôt logique. Mais t'as le matos pour tenter des choses, pour faire voilà, notamment aller chercher peut-être une défense vachement agressive, un peu comme les Bucks à l'époque où on les joue en finale, voilà, une défense qui va vraiment aller chercher l'interception, qui va pousser à la perte de balle, qui va voilà le jeu des possessions dont tu parlais, ou est-ce que ça va être voilà, on va juste essayer d'aligner deux grands intérieurs avec de la taille, Jalen Davis au poste 3, limite Ryan Dunn ou Brooks limite en poste 2, tu vois vraiment un truc Big Man et juste ça ne rentre pas à l'intérieur et c'est ça, vous tirez à 3 points ou pas. Donc, ou même voilà une défense où tout le monde peut un peu switch, tout le monde peut un peu défendre sur tout le monde. On a quand même des joueurs assez polyvalents défensivement, notamment Ryan Dunn, Dylan Brooks, même Malua. Voilà, s'il arrive à gagner avec cette en mobilité, parce qu'il y a quand même un potentiel de ce côté-là, mais s'il arrive vraiment à avoir cette mobilité et cette sens du placement d'un côté, bah, ça peut vraiment avoir une défense polyvalente et qui voilà va poser des problèmes à des équipes. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a quelque chose à construire entre guillemets dessus. C'est plus l'attaque du coup. C'est On part un comme peu j'ai de dit. zéro en fait sur la défense, donc Ouais. c'est effectivement a priori c'est encourageant de se dire que oui, on essaye de construire quelque chose et bah il y a tout à fait évidemment, mais ça pourra, bah, on croise les doigts, mais ça pourra difficilement être pire que la saison dernière où c'était vraiment catastrophique quoi. Donc c'est surtout ça en fait. Ah, puis là, t'as l'opportunité de tenter des choses parce que ces autres années, c'était vraiment bon, bah, Tyus Jones est sur le terrain, bon, bah, on sait qu'on va se faire allumer sur pick and roll avec Nurkic. Et les équipes jouaient les Suns et savaient très bien ce qu'ils allaient faire. Le petit coaching vidéo avant le match, il était simple, hein. C'est les deux joueurs là, l'intérieur, tu vas poser ton écran, tu vas lui poser ton écran dessus et c'est 2 points gratuits, quoi. Donc, là, ça va être intéressant. Et pour l'organisation de cette attaque, voilà, on l'a dit, on perd on devrait perdre en tout cas en shooting avec le rôle qui devrait être réduit pour Grayson Allen et je pense surtout pour Sonny. Je pense que c'est le joueur des deux qui va perdre le plus ses minutes juste en termes de poste en fait et de le fit pas forcément parce qu'on l'a dit on a quand même besoin de son shoot mais voilà, Grayson Allen je pense peut quand même gratter des minutes notamment au poste 2 derrière Jalen Green. Je pense qu'il devrait pouvoir quand même garder une bonne quinzaine de minutes à côté de ça donc ça va être comment t'organises cette attaque. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, notamment le rôle de Booker va jouer beaucoup. Voilà, quelle va être son importance? Est-ce que ça va être vraiment un seul créateur principal et tout tourne autour de lui et voilà, on lui laisse les clés en main? Est-ce que ça va être vraiment partagé avec une prise de responsabilité pour certains joueurs et peut-être voilà des joueurs qui vont essayer de se développer avec potentiellement Iguodaro ou quelque chose comme ça, un intérieur qui va pouvoir un peu porter la balle et distribuer. Ça va être, enfin, tu verrais ça comment toi, Lucas? Bah, En disons tant qu'il que y a nouveau une coach des Suns. Bah, il y a une idée que j'aime bien, même si je sais qu'elle a peu de chances d'arriver, ça serait plutôt de vraiment démarrer en essayant ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, si tu joues sur du point book, bah, il faut le mettre dans des bonnes conditions aussi, quoi. Et c'est vrai que le mettre dans des conditions où t'as beaucoup de joueurs qui sont pas des shooters et où t'as un spacing un peu crado, bah, clairement, c'est pas les meilleures conditions pour qu'ils réussissent, quoi. Donc moi, mon postulat de départ serait même carrément de dire, bah, écoute, je vais mettre Grayson Allen à côté de Booker, histoire d'avoir vraiment une énorme menace au shoot à côté, qui va de toute façon ouvrir des brèches, soit pour du drive, soit pour du kick, etc. Et à la rigueur, plutôt jouer Jalen Green en sortie de banc, quoi. Mais le truc, bah, c'est que Jalen Green, son contrat, déjà personne n'en voulait quand il était à Houston. S'il arrive à Phoenix et qu'en plus il passe remplaçant, bah, ça devient vraiment le contrat poison dont personne ne voudra. Donc On je a sais dit que ça qu'on a n'arrivera encore pas. il a payé, hein. Je pense qu'un deuxième joueur. Mais non, en termes de cohérence, en tout cas du 5 que tu proposes, moi, mon objectif, en tout cas en tant que coach, serait de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils réussissent, quoi. Et pour moi, des joueurs comme Dunn, des joueurs comme Iguodaro, pour les faire réussir, il faut mettre des shooters autour pour que, justement, tu puisses tirer le maximum. Tout le passing game de Iguodaro, s'il n'y a pas de spacing autour, bah en soi, il sert un peu à rien, quoi. Le truc, il est très bon sur short roll. Ouais, tu joues un pick and roll avec lui, tu lui donnes la balle au niveau de la raquette. Bah, s'il peut ressortir sur aucun shooter, c'est un problème, quoi. Et pareil, tu vois, si Dunn, bah, il est pas suivi du tout, s'il est pas respecté à 3 points, bah, au final, les mecs vont aller sur tes autres shooters et t'as aucun espace sur les décalages que Booker peut potentiellement créer, voire même t'as des grosses prises à 2 sur Book qui, au final, ne peuvent pas être sanctionnées parce que quand tu ressors sur un shooter, ça rentre pas. Pour moi, il faut vraiment se servir des éléments qui permettent de faire briller les autres. Pour moi, un joueur comme Grayson Allen, sans être un excellent joueur ou un joueur clé, etc., c'est un joueur qui, de par sa simple présence sur un parquet,
rend les autres meilleurs parce que c'est une menace, en fait. Et c'est des joueurs comme ça, je trouve ça tellement utile pour faire briller les autres que pour moi, c'est des joueurs qui doivent avoir des minutes, quoi. Mais c'est vrai que, il y a aussi une démarche, on va dire, de management et de construction d'équipe. Tu sais que c'est pas un joueur qui fait partie du projet sur le long terme. Tu sais que c'est pas nécessairement un joueur que tu as très envie de mettre en valeur parce que de toute façon, à la deadline, il y a de fortes chances qu'il saute. Et tu peux pas faire des choses comme ça, en fait. T'es obligé de mettre du Jalen Green qui a un shoot plus aléatoire. T'es obligé de mettre Brooks pour le côté défensif, même si son shoot à lui est très aléatoire aussi. Et en fait, j'ai peur que cette construction d'équipe-là affecte vraiment le rendement des joueurs, soit qui doivent créer, soit qui ont des lacunes. Ouais, c'est là où ça va être intéressant de voir, notamment dès le début de la saison, quelle vraiment va être la vision du management. Est-ce que voilà, ça va être, on va essayer quand même de rester un minimum compétitif et voilà, justement garder un peu ces joueurs importants qui vont te permettre de bien organiser ton équipe, ou est-ce que c'est vraiment roue libre totale, on fait 15 victoires, on s'en fiche, enfin, on n'a rien à perdre et on fait que des tests, on est un laboratoire à ciel ouvert comme vous parliez tout à l'heure. Je pense que ça va être là qui va être intéressant à suivre. Rodolphe, je sais pas si tu as quelque chose à Ouais, ajouter sur ça. Ouais, carrément. Déjà, j'aime beaucoup l'audace de Lucas qui, dès sa deuxième dans Valley Hoop, met les pieds dans le plat et commence déjà à parler de Jalen Green 6e homme. Gageons que s'il avait été là dès la signature de Bradley Beal, il aurait parlé de Bradley Beal 6e homme. Mais en tout cas, voilà. Non, effectivement, ça va être un débat parce que effectivement, le gros souci de base quand tu regardes l'effectif des Suns, c'est en tout cas, c'est vraiment tu t'en as parlé Lucas tout à l'heure, c'est juste que les profils qu'on a là, en théorie, il y a quand même un vrai problème de spacing, encore une fois sur le papier. Tu regardes les profils des joueurs, tu te dis bon, aucun de nos 3 pivots n'est un pivot shooter, clairement, ça semble gravé dans le marbre et ça va être difficile de changer ça. Donc déjà il y a un poste où c'est mort, et derrière quand tu regardes le profil des joueurs, effectivement nos 2 titulaires a priori de base sur le backcourt, c'est pas des mecs qui ont un énorme pourcentage à 3 points, qui peuvent avoir du volume, donc ça compense dans une certaine mesure, mais qui ne sont pas de toute façon des shooters d'élite, quoi. Donc effectivement, sachant que on a envie de faire jouer Ryan Dunn et que c'est pas un bon shooter, en tout cas clairement c'est un problème jusqu'ici. Osoi Godaro, bon, c'est même pas la peine d'en parler, voilà, tu vois. Donc effectivement dans les profils sur lesquels on a déjà des références, on va dire au niveau de Phoenix, tu parlais d'Ivan Brooks, c'est ça, il était à 39% ou 40% la saison dernière à 3 points, mais c'est une anomalie dans sa carrière, il est plutôt autour de 34-35%. Donc il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que même sur ça, bon bah voilà, potentiellement ça pourrait être un bon shooter, mais en fait on est sûr de rien parce que ça reste Dylan Brooks, pas un énorme shooter, en tout cas pas un shooter très régulier depuis le début de sa carrière NBA. Donc en fait le problème de spacing il est à peu près évident, et en fait la question c'est comment tu le compenses. Et du coup bah voilà, je reviens sur ça, c'est très intéressant de se poser d'ores et déjà la question de est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va être forcé de ramener Grayson dans le truc un peu finalement comme l'année dernière d'une certaine manière, de se dire bah en fait au moins ça libère des espaces. Effectivement, c'est un joueur qui va occuper de la défense parce qu'il représente cette menace-là. Et aussi, il va rentrer de 3 points, de toute façon, du manière générale. Donc, il y a un peu cette question-là. Comment tu utilises Jalen Green dans ce boulga-là, sachant qu'en fait, tu peux pas te permettre de repartir sur des line-up trop petites qui poseraient la même, enfin, tu vois, si tu mets à la fois Book, Green, Allen sur le terrain, on va repartir dans la même logique dont on parlait tout à l'heure, et ça va poser problème, quoi. Donc Tu retournes en arrière, tu recules plutôt que d'une certaine manière, ouais. Donc il y a des vraies grosses questions. Peut-être que justement il y a des joueurs dans les jeunes qui arrivent là qui vont permettre de répondre un peu à ces questions. Pareil, alors à partir sur Nigel Davis, je sais pas du tout si c'est un bon shooter à 3 points, mais par exemple on a vu que Kobe Bryant a priori c'est quand même le prototype du mec de la gâchette et tout machin. Est-ce que finalement il aura pas du temps de jeu à un moment par besoin de spacing dans la construction offensive des Suns? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a des interrogations autour de Fleming qui est censé être pas un mauvais shooter non plus. Donc ouais, en fait, ça va être un truc très très important en fait dans la construction du jeu des Suns. Avant même de savoir effectivement ce qu'on va pouvoir construire offensivement, c'est quel personnel tu arrives à imbriquer, on va dire, pour être crédible en termes de spacing sur une saison NBA, quoi. Ça va être une vraie question, quoi. Pour l'instant, on manque de réponses par rapport à ça, quoi. Ouais, ça va être toutes les questions à se poser pendant cette saison. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler, de faire des plans sur la comète, notamment sur un changement de 5, si ça vient déjà avant que la saison commence.
et je pense qu'on risque déjà d'en parler ouais dans les prochains épisodes. Mais j'avais une question aussi, c'est lequel le joueur que vous allez suivre, voilà, notamment dans les rookies ou les encore jeunes, on va dire, ou même voilà les cadres, les nouveaux ou quoi. Ça va être lequel le joueur que vous allez suivre et notamment le développement cette saison. Pareil, qui veut prendre la main. Bon, tu peux même commencer si tu veux, hein, Malo. Ça. Bah allez, allez. Bah, moi je suis un peu partagé parce que enfin j'ai vraiment envie de voir Kobe Bryant et Rashard Fenwick. Je sais pas pourquoi les deux joueurs. Surtout Kobe Bryant, j'ai vraiment ce côté. Tu te dis putain t'as le petit mini regen de Booker et faut le polir pour atteindre la version finale. Mais voilà, Rashard Fenwick aussi c'est un profil que j'aime bien et qui je pense vraiment peut apporter. En plus il peut apporter du shoot, il peut apporter de la défense, de l'attaque. Enfin, c'est vraiment le joueur dont on a tellement demandé ce profil-là depuis 2 ans, on va dire, que c'est sûr que ça fait envie. Après, c'est pas des joueurs qui devraient avoir un rôle important. En tout cas, sur la durée, peut-être que sur voilà, une courte période, il y aura une petite dizaine de matchs où, voilà, pour tester, ils vont avoir un rôle important, mais pas sur la saison, je pense. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est Jalen Green, pour voir comment, parce que c'est un peu la clé on va parler d'incertitude, de créer des certitudes sur l'avenir. Est-ce qu'en fait, c'est un joueur, on peut construire un duo avec Devin Booker, mais finalement, ils sont plutôt compatibles, ils se débrouillent bien. Voilà, t'as Booker qui va se concentrer sur son jeu de mid-range, qui va plutôt organiser, lui qui va vraiment attaquer le panier. Ou est-ce que voilà, on arrive à bien répartir les minutes et t'en as tout le temps un qui est en menace offensive constante sur la défense adverse? Ou est-ce que bah en fait défensivement tu continues à te faire ouvrir, c'est pas trop complémentaire. Enfin tu voilà, en plus t'en as pas besoin. Enfin t'as plus besoin d'un profil shooter à côté pour les autres, notamment que les profils des bases arrière, donc des bases à l'ailier, pardon. Donc ouais, moi ça va être Jalen Green. Voilà, est-ce qu'il va, enfin, il peut aussi exploser entre guillemets d'une certaine manière. Voilà, nouveau projet, nouveau cadre. Bon bah voilà, vous m'avez dégagé d'Houston, je me mets en mode travail et enfin, en fait juste il explose et on se retrouve avec un All-Star, avec un duo d'All-Star à côté de Devin Booker. Juste bah ouais, ça déjà accélère ton processus de reconstruction et t'es en mode bon bah ça c'est plié. Et on est en mode en fait l'équipe a un potentiel et un avenir avec ces deux-là où c'est juste on va passager dans 1 an et demi on se retrouve quand on se rend compte qu'en mars en fait il passe 6e homme parce qu'on va faire jouer que les jeunes et que on a besoin de shoot comme tu disais Lucas tout à l'heure et finalement bon bah l'été prochain ou dans 1 an et demi il bouge parce que bah ça passe pas et on sait que pour le coup Matisse Vian ne va pas faire traîner les choses. Il a pas l'air d'être il a pas l'air d'être comme ça. Si pour le problème peut être réglé le plus rapidement possible, en tout cas tenter d'être réglé, ça va être ce sera fait. Donc ouais, moi c'est Jalen Green qui va vraiment être le gros point d'interrogation et qui peut vraiment bah soit te faire basculer ton projet vraiment en mode bon bah la base est bonne et en fait on sait sur quoi construire et voilà il y a plus qu'à développer le reste autour ou est-ce que bah en fait on se retrouve dans 1 an et demi un peu la même situation à essayer de trouver un joueur qui peut être compatible et avec un Jalen Green qui n'aura pas forcément de valeur quoi. Donc ça va être pour moi la grosse question. Et après, ouais, en jeune Kobe Bryant, j'ai vraiment envie de voir jouer sous ce maillot. Rod, quel est ton joueur, Rod? Bah, j'aurais bien dit effectivement Jalen Green parce que je suis très pareil curieux de voir ce que ça peut donner parce que c'est un joueur qui a pris quand même beaucoup de critiques depuis ses débuts en NBA, qui a quand même du talent, qui était quand même malgré tout le meilleur scoreur des Rockets la saison dernière, une équipe qui finit deuxième de la conférence Ouest. C'est pas si horrible que ça finalement comme CV. C'est un joueur qui a pas vraiment répondu aux attentes, hein, c'est vrai, tu vois, c'est un numéro 2 je crois de draft, mais qui reste un joueur de talent. Donc je vais le surveiller. Donc comme tu l'as pris, je vais quand même essayer de dire un autre joueur. Moi celui qui m'intrigue un peu, ça a été une signature assez récente, donc je crois on n'a pas vraiment eu l'occasion de parler pour l'instant dans la ligue. C'est un joueur un peu moins jeune, c'est Jared Butler qui est arrivé à la free agency. Je sais pas trop quoi attendre de ce joueur qui a plutôt qui a une historique assez intéressant quand même. On rappelle qu'il a été champion NCAA avec Baylor. Je crois même qu'il est meilleur joueur du Final Four cette année-là. C'était vraiment un joueur assez brillant, on va dire, en université,
qui a quand même eu du mal, notamment à cause des blessures, et ça on peut en reparler, mais à se faire sa place en NBA depuis, mais qui a quand même montré quelques flashs intéressants, des flashs de création, des flashs de scoring. C'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui a de la technique, enfin voilà, qui a de la maîtrise, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que ça peut être une bonne pioche. En fait, je suis pareil assez curieux de voir ce que ça peut donner. C'est pas que j'en attends grand chose. Effectivement, d'une manière générale, c'est difficile de se dire que t'attends beaucoup de n'importe quel joueur de l'effectif cette saison. Mais en tout cas, je suis vraiment curieux de voir quel rôle il peut jouer dans la rotation. Et je suis assez convaincu qu'il y a peut-être quelque chose, une place à prendre et des minutes intéressantes à donner pour Phoenix. Donc je vais suivre notamment le début de saison de Jared Butler avec attention. Après, d'une manière générale, tout l'effectif, notamment les rookies, mais même les sophomores, Ryan Dunn, évidemment c'est la pépite. On suit ça avec attention. Moi, je suis toujours dans le train et pour toujours. Donc voilà. Donc d'une manière générale, tout l'effectif m'intrigue et notamment les nouveaux joueurs et en particulier voilà quelques petits ajouts et dont Jared Butler. Moi, mon niveau, ça serait plutôt Ighodaro, dans le sens où Dunn, pour le coup, on voit quand même assez clairement ce qu'il est capable de faire et ce qu'il doit faire mieux pour devenir un meilleur joueur, et ça se situe uniquement au shoot, donc ça serait vraiment une progression juste technique sur un élément hyper ciblé, quoi. Donc en soi, tout le reste est déjà là, quoi. Je m'attends pas à ce qu'il développe un dribble, je m'attends pas à ce que ça devienne un Anunoby en attaque du jour au lendemain, tu vois. Je me dis juste, voilà, s'il arrive sur des pourcentages équivalents à Tu ceux vas de être Dylan surpris. Brooks, par exemple, c'est bon, t'as un joueur qui est un produit fini et que de toute façon, fais ce que tu lui auras demandé. Ighodaro, pour le coup, est un joueur beaucoup plus intriguant, je trouve. C'est un attaquant beaucoup plus talentueux, avec une palette finalement assez rare à l'échelle de la NBA. Et surtout vis-à-vis justement de ce qui a été fait cette intersaison, c'est visiblement l'avenir que lui donne Phoenix se situe au poste 4, quoi. Là où l'an dernier, on l'avait vu sur des séquences en 5, où c'était quand même assez intéressant d'avoir un 5 qui était un aussi bon passeur. Et je me demande justement comment il réussira à s'épanouir avec un intérieur à côté, dans un système de hot. Du coup, si ça ressemble à ce que proposent les Cavaliers, effectivement, ça peut avoir grave de la gueule d'avoir un intérieur qui est un aussi bon passeur sur ton poste 4, hein. Mais après, il te faut les shooters autour justement pour s'épanouir, comme on l'avait dit tout à l'heure. Mais Ighodaro en soi a vraiment le profil pour réussir dans ce type de projet, quoi. Et c'est pour ça, cette année, je suis curieux de voir quel sera son minutage, quelle sera son utilisation. Mais au niveau de la palette technique et de la vision du jeu, c'est un joueur, en fait, le coach que tu as pris est potentiellement le coach le plus à même de le faire progresser et surtout de le faire s'épanouir, en fait. Donc pour le coup, moi, cette saison, j'attends vraiment beaucoup de voir quelle sera l'utilisation d'Ighodaro. Ok. Ça va être en tout cas intéressant à suivre cette saison avec beaucoup d'interrogations, mais dans le bon sens, dans le sens où voilà, on va essayer de voir beaucoup de choses, on va tester beaucoup de choses et ça va être intéressant de voir. Il y aura beaucoup de choses à analyser, je pense, tout au long de cette saison. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on aura des sujets faciles à trouver. Ça, c'est clair. Donc voilà, c'était tout un peu pour cette petite revue d'effectifs, ce petit passage, cette petite revue d'effectifs pour bien préparer la saison et notamment préparer le prochain épisode qui devrait être le retour de l'échelle de Nash. En plus, il est de retour Royce également dans l'équipe, donc ça tombe parfaitement pour le prochain numéro qui devrait sortir pas encore de date, je pense. Quelques semaines, prochaines semaines, assez rapidement quand même, je pense. Mais Est-ce que vous pas d'ailleurs un mot rapidement sur le retour de Steve Nash qu'on en attend? oui, si vous avez, je vois que on en parlait un petit peu en off, Lucas, t'avais l'air d'avoir Ouais. vite fait un peu plus à dire. Non, pas nécessairement, c'est juste que c'est assez intriguant parce que ce rôle de consultant, il l'avait déjà eu aux Warriors et c'était un rôle qu'il voulait parce que il voulait avoir du temps pour lui, pour sa famille, pour ses projets perso et notamment associatifs, quoi. Donc c'est vrai que c'était un rôle un peu aléatoire, des fois il était là, des fois il était pas là. Cette saison, normalement, il fait partie de l'équipe de Prime Video, du coup, qui a récupéré des matchs pour la diffusion de la NBA, où ils ont fait du coup un casting de consultants avec notamment Nowitzki, Griffin, donc toute une nouvelle génération de consultants qui a l'air en plus assez cool, quoi. Donc je pense que c'est un projet dans lequel il aura très envie de s'investir aussi. Donc c'est vrai que je sais pas exactement quelle sera son implication, mais ça sera vraiment des semaines il sera là, des mois il sera pas là, quoi. Donc c'est un rôle quand même encore très nébuleux, mais finalement les Warriors avaient l'air d'en être très satisfaits et ils ont eu plutôt des bons résultats, donc j'espère que ça sera du même augure.
Moi, je suis déjà content symboliquement parce que ça fait plaisir en fait de revoir Steve Nash avec les Suns. En fait, ne serait-ce que ça, tu vois, de se dire que bah il y a ce lien qui existait avec ce très très grand joueur de l'histoire de la franchise, un top 3 sans aucun doute, peut-être même top 2, peut-être même top 1. Hein, franchement, ça se discute de l'histoire des Suns Dédicace à Greg. en tant que joueur. Voilà, c'est ça un débat qu'on aura quand il reviendra. Donc c'est toujours un plaisir, on va dire. Après, il y a le côté voilà, le côté symbolique. Bon, déjà ça c'est un premier point. Après, la question c'est effectivement qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter, comme disait Lucas, dans ce rôle un peu nébuleux. On sait pas trop ce que ça va donner et quel va être son euh, son impact réel de quoi il va se constituer vis-à-vis de l'équipe. Moi, ce que j'aime bien dans tout ça, malgré tout, c'est qu'effectivement, c'est un poste relativement planqué, on va dire, dans lequel il va pas être exposé en mode ah bah Steve Nash, qu'est-ce que vous avez pensé de la défaite de 50 points des Suns contre les Nuggets et tout machin. Tu vois, genre vraiment, il y a un truc. Euh, de genre voilà, il est un petit peu dans l'ombre, mais il a cette aura de ces Steve Nash. Donc de toute façon, tu sais que si tant est qu'effectivement il y a une vraie connexion avec l'équipe qui se met en place, ça va pouvoir se faire tranquillement et sans pression autour de ça, quoi, tu vois. Et vraiment, ça, c'est un truc que j'aime bien parce que de base, vu le joueur que c'était, vu voilà la légende du jeu que c'est forcément quelqu'un qui a quelque chose à apporter aux jeunes joueurs là des Suns. On parle évidemment du backcourt et des jeunes joueurs de ce côté-là, mais même d'une manière générale en fait. T'es un joueur NBA, t'es un jeune joueur NBA, t'as Steve Nash qui te donne des conseils, bah forcément tu te dis intéressant, je vais essayer Tu de vois, noter. Kaman Maluak, dans lui apprendre les déplacements en attaque, machin, C'est ça. enfin, il y a pas énormément de joueurs qui pourraient donner de meilleurs conseils que Steve Nash. C'est ça. Après Ce voilà, genre est-ce qu'il aurait un de rôle conseils. vraiment, sur le parquet dans ce type de session vraiment de boulot, je sais pas vraiment, mais d'une manière générale en fait c'est bon à prendre et encore une fois sans cette pression de se dire ah mais il va être exposé, il va être critiqué et tout machin. Bon bah, voilà, c'est ça. Dans tous les moves qu'a fait Baptiste Bia ces derniers temps, c'est sans doute un des plus inoffensifs et c'est pas voilà c'est un des plus sympas aussi de se dire encore une fois que Steve Nash va être dans le coin. Faudra aussi, on aura l'occasion d'en discuter, hein, mais qu'on voit ce que donne le nouveau coaching staff avec des profils un peu variés. Mais donc on rappelle, il fera pas vraiment partie du coaching staff, il sera vraiment conseiller un petit peu en surplus. Enfin, en tout cas, encore une fois, on sait pas exactement, mais voilà, dans l'idée. Donc ouais, en tout cas, moi je suis assez positif par rapport à tout ça et je me dis que c'est pas un risque. Enfin voilà, il y a pas de risque en fait dans ce move-là, donc de base plutôt partant pour quoi. Et c'est ça, puis ça peut être, enfin, avoir le rôle s'il a un rôle, voilà, dans le conseil, notamment auprès des joueurs et tout, ça peut être intéressant, mais voilà, comme tu l'as dit, le revoir, voilà, dans la salle, avec l'équipe des Suns, machin, le gros plan sur Steve Nash, hein, il était là. Ah, il y a un bouc qui a mis 40 points, Steve Nash a applaudi, juste, juste voir ça, voilà, ça va mettre un peu de baume au cœur, puis ça fait plaisir, comme tu l'as dit, de voir que, en plus, du coup, c'est que ça se passe bien avec l'équipe, d'une manière générale. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça arrive dans un moment où, en fait, l'équipe, est en recherche de repères, en recherche de leaders, de tout ça. Et en fait, voilà, si ça fit bien, en fait, ça peut accrocher avec un groupe qui resterait un peu le même pour des années et dans la construction de l'équipe, pareil. Donc, ouais, ça peut être que du positif et surtout d'un côté moral et symbolique, comme tu l'as dit, ça fait grandement plaisir, quoi. Donc voilà, c'était tout pour cette petite revue d'effectifs. J'espère que voilà, vous êtes un peu plus calé sur les Phoenix Suns, ce qu'on attend, en tout cas surtout de cette saison et ce qu'on va observer. Surtout, c'était sympa. On a fait court, on l'a dit, on a fait court, moins d'une heure. Première de l'histoire. Voilà, c'était tout pour nous. Puis à la prochaine pour l'échelle de nage qui devrait être un peu plus longue, je pense, ou en deux parties, on verra. Comme l'année dernière, on avait fait ça, mais voilà, c'est tout pour nous. À la prochaine. Allez, bye. Salut!